Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de votre fidélité. Nous sommes donc ensemble tous les dimanches pour commenter des faits d'actualité, pour procéder à la déconstruction de la propagande réactionnaire. Et aujourd'hui, je vais vous proposer un thème d'actualité qui va concerner tant notre pays que la situation internationale, puisqu'il s'agit des mobilisations qui ont été faites en soutien au peuple palestinien. Et en ce qui concerne la déconstruction, j'essaierai de m'arrêter sur la vision que l'on peut avoir en ce qui concerne l'engagement dans le combat pour défendre la cause de notre peuple. Voilà pour le programme. Et je vais commencer tout de suite avec les mobilisations en soutien au peuple palestinien. Alors, le samedi 4 novembre, il y avait eu un appel international qui avait été lancé par toutes sortes de centrales syndicales mondiales, d'organisations de défense des droits, de mouvements alternatifs, pour que partout dans le monde, les peuples fassent entendre leur voix pour condamner la barbarie que les sionistes israéliens font à Gaza avec le soutien des puissances occidentales. Donc, cet appel a été très largement suivi. On a noté des centaines de milliers de gens aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en Australie et bien sûr dans les pays du monde arabe et dans le tiers-monde en général. Alors, nous avons quand même eu le bonheur et l'honneur de voir que le peuple martiniquais s'est aussi mobilisé à l'appel d'un certain nombre d'organisations politiques et syndicales sur un délai très court, 300 minimum, comme on dit d'après les chiffres de la police, mais qu'on évalue à près de 500 personnes, et solidaires de la cause palestinienne s'étaient réunis. Alors, il y avait une belle représentation de la communauté palestinienne en Martinique, où les gens étaient venus en famille, donc avec leurs enfants. Il y avait aussi des militants ou des personnes non organisées de Martinique qui sont écœurées par la barbarie à laquelle on assiste. Très belle manifestation avec des interventions qui étaient sans ambiguïté pour dénoncer la barbarie et le soutien occidental. Mais pour y avoir participé, nous avons pris le temps d'observer le comportement de la population aux abords de la manifestation, dans les rues, sur les trottoirs, dans les balcons, et on peut dire qu'il y avait un accueil réconfortant et vraiment que nous devons saluer du peuple martiniquais qui, en général, est connu pour ne pas accepter l'injustice et la profitation. Et dans ce cas-là, des gens qui mettaient simplement la main sur le cœur, des gens qui applaudissaient ou bien qui reprenaient des slogans timidement du trottoir ou de l'intérieur de magasins. Et on a même vu des personnes âgées sur les balcons dressant le poing pour soutenir la cause. Donc c'est quelque chose de réconfortant qui montre que la bataille de l'opinion est en train d'être gagnée. Le soutien donc en Martinique mérite d'être signalé. Alors, généralement, toutes les manifestations qui se sont faites au niveau international, comme chez nous, ont montré que sur la question de la colonisation israélienne, de l'occupation israélienne, il y a un tournant qui a été fait. Parce que malgré la propagande massive, vraiment totalitaire, pour ne pas dire fasciste, qui est faite dans les médias occidentaux, qui jusqu'à présent laissait un certain doute. Les gens disaient les pauvres juifs, ils ont le droit de se défendre. L'argument passait en quelque part. Oui, mais en fait, c'est des terroristes qui font des choses. Malgré toute cette propagande, on a vu un basculement de l'opinion internationale. Et vraiment, au cœur même des puissances occidentales traditionnellement support et complices de la barbarie d'Israël, eh bien, on a vu des tranches de la population nouvelles
se dressaient pour dire arrêtez la barbarie. Dans les partis politiques et républicains démocrates, les divisions ont commencé à se faire sentir et surtout la protestation exprimée par les Juifs qui dénoncent l'instrumentalisation de l'Holocauste, eh bien c'est amplifié. On a vu beaucoup de rabbins faire des vidéos, intervenir dans des manifestations de soutien à la Palestine. Certains ont même été mis en prison pour cela, mis en garde à vue. Donc, on a vu que la tempête populaire arrive à prendre le dessus sur la propagande des sionistes et de leurs alliés. Alors, une chose est sûre, c'est que malgré la censure des médias, malgré le fait que les journalistes, en grande majorité en Occident, ne sont plus des journalistes, mais sont des propagandistes de guerre au service de l'armée d'occupation israélienne, reprenant les arguments, les chiffres, les mensonges, les images, et interdisant tout à fait les expressions contraires. Malgré cela, il y a eu un basculement qui s'est fait grâce à la mobilisation des réseaux sociaux qui ont montré les images. À tel point que les médias occidentaux étaient obligés de tempérer leur langage tout en conservant les schémas. Bon, c'est la guerre entre Israël qui a le droit de se défendre et des terroristes du Hamas, ce qui n'est absolument pas la réalité du conflit, en maintenant leur langage sur les raisons des bombardements. Oui, tous les bombardements, c'est pour déloger des islamistes. Et tant que tous les Hamas n'auront pas été éliminés, la paix ne sera pas possible. Mais donc malgré tout cela, les réseaux sociaux ont eu tellement d'influence qu'ils sont obligés de montrer un certain nombre d'images qui démontrent les propos qui accompagnent ces images-là dans les médias occidentaux. Et là, on est évidemment à un moment où même dans les instances internationales, le secrétaire général de l'ONU, l'Amnesty International, le fait toutes les institutions qui avaient une certaine crédibilité, méritaient au passé une autre question, sont obligés de dire il y a une barbarie, il y a des crimes de guerre. Alors certains disent, certains éléments pensent qu'ils pourraient considérer que si on regarde de travers, ça pourrait être des crimes de guerre, mais les gens comprennent le message, c'est des crimes de guerre. Quand on bombarde des hôpitaux systématiquement, quand on bombarde des ambulances, quand on tue des milliers de bébés, d'enfants, de femmes, civils innocents qui n'ont rien à voir avec les combattants du Hamas, quand on cible les écoles, quand on cible les journalistes, quand on cible des institutions internationales, aucune sorte de commentaire ne peut empêcher que la population dise mais qu'est-ce qui se passe là? Et les images qui sont données à présent, c'est que Israël a aujourd'hui son ghetto de Varsovie qui s'appelle Gaza. Ça veut dire que ce que les nazis ont fait aux Juifs à Varsovie, dans le ghetto de Varsovie, c'est-à-dire encercler et puis détruire systématiquement tous ceux qui résistaient, y compris des Juifs qui résistaient de façon armée, qu'ils appelaient terroristes aussi. Ils ont rasé le ghetto de Varsovie. Aujourd'hui, Israël le fait sous la bande de Gaza. Pour montrer qu'il s'agit bien de crimes, qu'il s'agit bien de la solution finale que Hitler prônait pour les Juifs, que c'est cette solution finale-là que les barbares israéliens réservent au peuple palestinien, il y a une décision qui a été prise la semaine dernière qui devrait faire réfléchir tous ceux qui refusent de prendre position de la population. Imaginez que les Palestiniens qui sont en situation légale en Israël pour travailler, parce qu'il y a toute une armée de travailleurs israéliens, palestiniens, excusez-moi, qui travaillent en Israël, donc qui ont le statut légal. Et des gens qui disent,
Nous ne faisons pas de politique. Des gens qui parfois sont considérés comme des traîtres par les Palestiniens de l'intérieur pour dire vous allez travailler pour le pays d'occupation. Ces gens-là, le gouvernement fasciste israélien déclare vous devez sortir de mon pays. Retournez à Gaza pour que je puisse vous bombarder avec les autres. C'est clairement l'aveu d'une volonté de solution finale, de destruction de tout Palestinien, quel qu'il soit. Et cela devrait faire réfléchir les gens qui soutiennent des colonialistes, des agressions, en pensant sauver leur peau et en oubliant leur peuple. C'est ces Palestiniens-là qui croyaient avoir un répit, qui croyaient pouvoir nourrir leur famille à l'intérieur, qui aujourd'hui sont renvoyés pour être bombardés, devraient faire réfléchir aux gens que les criminels n'ont pas de sentiments. Ce n'est pas parce qu'on fait des compromis avec eux qu'ils vont vous épargner quand ils n'auront plus besoin de vous ou quand ils voudront la solution finale. Ça, c'est pour ceux qui hésitent dans les colonies à choisir le camp de leur peuple que je signale ça. Je ne développe même pas sur la question des Harkis abandonnés ou maltraités par les Français quand ils ont perdu la guerre en Algérie. Donc voilà le tournant qui est en train d'être fait. Les criminels sont démasqués. Les complices et les coopérants des criminels au niveau international sont discrédités. Les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne, ce groupe de pays-là, eh bien, partout dans l'humanité, on dit ce sont des complices de criminels de guerre. C'est eux qui arment, c'est eux qui financent, c'est eux qui font la propagande mondiale pour que Israël poursuive ses crimes. Donc ça, c'est un facteur qui explique d'ailleurs les mobilisations dont nous avons parlé au début, qui se font à l'échelle internationale. Mais au-delà même de la question israélienne, il y a un vote qui s'est fait à l'ONU qui doit nous convaincre du clivage définitif qui sont faits entre les super-impérialistes occidentaux et les peuples. C'est le vote à l'ONU d'une résolution qui condamne le blocus des États-Unis à Cuba. Deux pays ont voté contre, les États-Unis et Israël. Un pays s'est abstenu, celui qui dit qu'on l'agresse, qu'il ne faut pas permettre que le peuple ukrainien soit asphyxié par la Russie, l'Ukraine. Voilà les deux contre et l'abstention. Tous les autres, 187 votes, ont dénoncé les États-Unis, ce qui ne les empêche pas de dire je continue. Donc le clivage entre ces super-impérialistes criminels et le reste du monde est établi. Et ce qui est important, c'est que la conclusion, c'est le renversement du rapport de force. Parce que ces criminels-là pouvaient durer tant que l'opinion était endormie, tant que l'opinion était trompée, trahie. Mais là, ce n'est plus le cas. Donc, ça va les pousser à quoi? À brûler la maison pour essayer de tuer le contestataire, le peuple contestataire. On va de plus en plus vers la guerre mondiale. Nous l'avons développé dimanche dernier avec le quasi-échec de l'Ukraine. Les Occidentaux ont décidé d'ouvrir un nouveau front qu'ils ne peuvent pas contrôler, qui s'élargit. Parce qu'on dit que l'Iran, le Hezbollah, les Libanais ne sont pas encore prêts à rentrer à la guerre. Détrompons-nous. Les conditions pour l'élargissement du conflit se précisent. Vous voyez que la Turquie a rappelé son ambassadeur, etc. Les conditions pour le conflit général se développent, s'approfondissent. Et là, les Occidentaux se préparent à cette guerre mondiale. De même qu'ils se préparent, ils accélèrent plutôt la fascisation à l'intérieur de leur propre pays. La France, elle, a la palme de l'indignité de ce domaine-là, puisqu'elle
c'est pratiquement le seul pays du monde à avoir tenté d'interdire le soutien au peuple palestinien. On n'avait jamais vu ça. C'est le seul pays du monde où on donne des amendes de 135 € aux gens, comme pour le Covid d'ailleurs, qui disent « je soutiens la résistance palestinienne ». Qui vous interdit de dire « les Palestiniens ont le droit de se défendre contre l'occupation ». Vous êtes poursuivi pour apologie du terrorisme si vous refusez de répéter la propagande du gouvernement. Ce qui se passe, c'est une organisation terroriste qui attaque des civils et Israël a le droit de se défendre. Si vous dites non, c'est pas tout ça, il y a la question de la Palestine, non, vous êtes susceptible d'être poursuivi devant la loi ou apologie du terrorisme. Mais c'est du fascisme, ça. C'est du fascisme. Et pour revenir sur la question de la conséquence du changement de situation, du tournant que nous avons signalé, elle est double. Elle est la guerre, l'avancée vers la guerre et le fascisme total. Alors, évidemment que cela aura des conséquences pour tous les pays, y compris pour la Martinique. J'avais déjà rappelé les conséquences de la guerre en Ukraine en matière de pénurie économique, mais là, nous serons totalement écrasés par les conséquences du conflit mondial qui s'annonce, puisque 80% de notre alimentation est importée d'Europe. Parce que nous n'aurons plus accès aux moyens nécessaires de vie, aux moyens nécessaires pour assurer notre santé, etc. Donc, il faut comprendre une fois de plus que si nous ne choisissons pas notre camp et si nous ne contribuons pas à ce que les impérialistes perdent la guerre totale qui est menée contre les peuples, eh bien, nous en serons également des victimes. Le dernier point que je veux développer, je l'avais abordé dimanche dernier, mais je vais y revenir parce qu'il est très, très, très important. De ce conflit-là, ce qui est déterminant, c'est la guerre de l'information, c'est les pressions psychologiques et la manipulation. J'ai dit plus haut que la résistance sur le front de l'information fait que Israël et les pays occidentaux sont isolés et que l'opinion publique se réveille. Mais il ne faut pas croire que c'est terminé. Ils jettent toutes leurs forces dans la bataille et là où ils ne sont pas arrivés par les médias officiels discrédités, ils lancent la bataille sur les réseaux sociaux. Israël a embauché des dizaines de milliers de blogueurs de par le monde avec la tâche de défendre sa cause et de discréditer les Palestiniens, d'empêcher que le soutien aux luttes de décolonisation ne puisse se manifester. Et parmi les provocateurs qui font ce travail-là, il y a des afro-descendants, des gens qui ne sont pas israéliens, mais tout simplement qui font le travail pour lequel ils sont payés. Et nous avons des vidéos qui circulent, je l'ai dit dimanche dernier, mais c'est tellement grave qu'il faut qu'on le répète. Il y a des vidéos où des gens en peau noire viennent dire « Laissez Palestiniens et Israéliens se détruire parce que tous les deux sont blancs, ça va servir la cause nègre. Et d'autant plus qu'il nous faut laisser tuer les Palestiniens parce que les Palestiniens qui sont blancs aujourd'hui ont tué les Palestiniens qui au départ étaient nègres. Ce n'est pas vrai historiquement. C'est une désinformation préparée par les services de propagande israéliens contre les mouvements populaires. Nous exhortons les fils et fils de personnes esclavagisées, les fils et filles de personnes toujours colonisées, à ne pas répandre ces mensonges historiques-là, à comprendre que c'est vrai que dans le passé, il y a des classes dominantes, qu'elles soient arabes, qu'elles soient françaises blanches, qui ont perpétré les crimes
dont les peuples noirs sont encore les victimes aujourd'hui. Mais les peuples de ces pays-là, eux aussi, étaient exploités et qui ne doivent pas être comptables des barbaries de leur classe dominante. Et puis que ce qui s'est passé dans l'Antiquité ne doit pas permettre d'obérer nos positions sur des crimes que nous voyons aujourd'hui. Vous êtes un être humain quand vous regardez des bébés déchiquetés sous des bombes israéliennes, des femmes et des hommes qui n'ont rien fait contre votre peuple, mais qui subissent des bombardements depuis 70 ans, vous êtes un être humain quand vous dites ça ne nous regarde pas, les centres déchirés, mais vous êtes le résultat de ce que les impérialistes ont fait, arracher l'humanité des gens dans leur cœur. Les civilisations africaines, les civilisations amérindiennes ont cette particularité d'être profondément spiritualistes et humaines, de respecter la personne humaine, le vivant. Et puis au nom d'antiquité, frolatées qui vous sont rapportées, vous allez dire, bon, je ne suis pas pour eux, laissez-les se tuer. Et puis certains de ceux qui disent ça vont s'agenouiller dans des temples, dans des églises, ou bien faire des simulacres d'opérations religieuses, soi-disant spirituelles au nom de l'Afrique. Non. On choisit son camp. On est pour la barbarie ou on est pour l'humanité. On est pour la colonisation, la résolution des conflits par la guerre, les bombardements des puissants, ou bien on est pour tous ceux qui se battent pour la libération, pour que les peuples puissent vivre dignement. Comme on dit, choisissons notre camp. Voilà ce que je voulais dire concernant la question des manifestations de soutien au vaillant peuple palestinien. Et nous allons passer à la partie des constructions qui, d'ailleurs, a des relations avec cette problématique que nous avons abordée. Puisque j'ai annoncé que nous allons réfléchir sur la vision que l'on peut avoir en ce qui concerne l'engagement dans le combat pour défendre la cause de notre peuple martiniquais. Nous sommes tous et toutes conscientes de la déliquescence que subit notre pays, du désarroi que vit notre peuple. Même les classes dirigeantes, même la classe, même les colonialistes savent la situation vraiment catastrophique qui prévaut en Martinique. Mais il y a une différence. Ceux qui sont au début, ils s'en foutent, excusez l'expression. Ils ont même besoin de ça pour pouvoir éliminer ce peuple-là, et puis il faut faire comme Israël, prendre la place. Mais la grande majorité des gens, comment réagit-elle? Quelle vision à notre peuple? J'allais même dire plus loin, la population martiniquaise concernant la possibilité de changer les choses. Nous sommes bien obligés de reconnaître que dans l'écrasante majorité, les sentiments qui dominent sont ceux de l'impuissance. Moi, je fais pas argument contre d'impuissance, de désillusion, c'est les derniers temps qui arrivent. Et cette grande majorité sont dans le désarroi. On essaie de trouver un apaisement dans la prière. Ça ne change pas grand-chose sur le terrain. On espère que ça va changer dans l'au-delà. On essaie d'oublier dans l'alcool, dans la drogue, ou bien dans les dérivatifs, faire la fête, sortir, on nous vit pendant, il reste nous si pétants, on nous jouit de la vie. Ça fait comme elle qui prend bon. Donc, c'est ça que la grande majorité de notre peuple a comme solution, malheureusement.
Mais il y en a qui sont quand même révoltés. Et plus nombreux qu'on ne croit, mais parmi ces gens-là qui refusent l'injustice, la plupart n'y répondent que par des révoltes émotionnelles et individuelles. Cet homme qui a été blackboulé par la sécurité sociale va venir presser ce truc-là sur le comptoir, oubliant que ce n'est pas l'employé qui est responsable de ces difficultés. Il sera arrêté, il sera mis en prison ou en hôpital psychiatrique. Cette femme qui va se sentir humiliée par toutes sortes d'oppressions de la vie, elle va prendre une bouteille d'acide. Ce que je veux dire, et vous voyez sur la personne qu'elle considère comme responsable de ces problèmes, ce que je veux dire que pour beaucoup de gens, et ils sont nombreux, la révolte s'exprime, mais elle s'exprime par passion et elle finit par des débats encore plus grands pour les personnes qui sont concernées. Et puis, il y a des gens qui disent qu'il nous faut réagir en groupe. Tout seul, on ne peut pas faire, donc ils vont se réunir. Mais là aussi, on a différents niveaux. Parce qu'il y a des gens qui sont au groupe, mais qui se le font sur des bases émotionnelles, sur ce qu'ils croient, sur ce qu'ils ont entendu, sur la grille d'analyse qui est dans leur esprit. C'est ces blancs qui nous coupent tête blanc, etc. Il y a des groupes qui se font sur des bases d'émotion et de spontanéité. Alors, ça, c'est aussi une réalité. Puis, il y a des groupes qui essaient de réfléchir pour dire, mais gardons la tête froide. Quelles sont les causes de tous ces problèmes-là et comment pouvons-nous faire pour les résoudre? Alors, évidemment, ces groupes-là peuvent se tromper, faire des échecs, avancer, mais au moins, ils ont la particularité de réfléchir et d'essayer de trouver des solutions. Généralement, ce sont des groupes politiques. Mais, quand on a dit qu'il y a ces groupes-là, il faut dire ce qui motive la création et l'action et les choix de ces différents groupes-là. Ben, il n'y a pas de secret. Hein. Ce qui les motive, c'est d'abord leur idéologie. Qu'est-ce qu'ils croient? Si cette personne-là n'a pas de formation politique, mais il croit que c'est le capitalisme qui est bon, moi c'est nègre, c'est bétier à camper chez moi et rivé, donc il faut que nous tuions tout bétier et puis nous qu'elle peut développer, sans avoir posé le problème du capitalisme, du plan de développement. C'est une idéologie qui leur dit. Il a peut-être des intentions sincères, mais son idéologie n'est pas celle d'autres personnes. Il y a des gens qui réagissent à partir de causes qui les oppriment plus particulièrement. Par exemple, les femmes qui voient qu'elles sont opprimées dans la société vont vouloir se révolter. Certains groupes vont dire il faut changer la société, il faut que hommes et femmes mettent des règles qui permettent à tout le monde d'aller de l'avant, c'est le féminisme révolutionnaire. Et puis il y en a d'autres qui vont tomber dans l'excès inverse pour dire tous les hommes sont des criminels, c'est les femmes seulement qu'on va défendre. Et puis elles seront dans une logique idéologique liée à ce qu'elles croient, à ce qu'elles savent. Parce que les idéologies, rappelons-nous, c'est l'ensemble des idées qui constituent le corps de ce qui nous fait penser et agir. Donc, les afro-descendants, les panafricanistes, il y en a qui connaîtront réellement ce que c'est que le panafricanisme, qui ont étudié la pensée de Nkrumah, etc., qui vont dire il nous faut nous battre pour sauver l'humanité, qu'elle soit dans les peuples occidentaux opprimés, que dans les peuples nègres, entre guillemets le nègre, vous avez compris. Et puis, il y a des panafricanistes qui vont dire tous les blancs sont des scélérats, c'est eux qui ont fait tous les crimes du monde, donc c'est eux qu'il faut éradiquer pour résoudre le problème. Comme on a dit tout à l'heure, les gens qui disent laissez les blancs se tuer, comme ça les nègres qui vont
vont pouvoir se développer. Alors tout cela, idéologie, s'appuie sur une question de classe sociale. Ceux qui sont dans des classes sociales ou qui n'ont pas intérêt à renverser le capitalisme vont choisir des formes qui ne résolvent pas le problème social, mais qui leur donnent l'illusion de défendre la cause, alors qu'en fait, ils ne défendent rien du tout, ils vont rester minoritaires et les impérialistes vont continuer à dominer. Donc, ce qui est important dans toute cette affaire-là, c'est que ceux qui veulent que notre peuple soit uni pour défendre des causes qui soient justes et pour que leur lutte arrive à changer les conditions qui font que les problèmes existent, c'est-à-dire renverser le système colonialiste, impérialiste et capitaliste. Alors, à partir de cela, pour ceux-là qui veulent ça vraiment, qui ne veulent pas réagir sur l'émotion ou se contenter d'après l'idéologie dont ils ont hérité, c'est pas de leur faute. C'est comme ça que l'homme fonctionne. Il fonctionne d'après l'idéologie qui lui a été inculquée, qui s'est développée en lui par rapport à son histoire, son passé, son instruction, etc. Donc, ceux qui veulent vraiment régler les problèmes fondamentaux, eh bien, dans leur esprit, il va s'agir de voir avec lucidité les moyens d'établir des démarches qui vont faire converger les différentes luttes féministes, écologistes, panafricanistes, anticolonialistes, syndicales, les converger vers une direction positive, clairement comprise, consciemment élaborée, sur la base de formation et de connaissances scientifiques. Comment faire converger tout cela? Alors, c'est là que nous allons passer à des tentatives de réponse. On va d'abord parler des organisations. Comment faire converger le travail, les luttes des différentes organisations qui remettent en cause le système et qui veulent changer le monde? D'abord, il faut se défaire de l'illusion qu'en mettant toutes les organisations dans le même panier, eh bien, on sera plus fort et on pourra attaquer. C'est une erreur fondamentale que l'histoire de tous les mouvements révolutionnaires, sans exception, a démenti. On ne met pas dans ce même panier des gens qui ont des idéologies différentes, des objectifs différents. Le résultat, c'est qu'il y a une paralysie inutile dans des cancans, des débats, des discussions à perpétuité sur des virgules, sur des objectifs, des cibles à viser. Ça ne marche pas. Mais il y a une autre conséquence négative, c'est que des organisations qui sont opportunistes, qui n'ont pas de projet révolutionnaire, s'infiltrent dans le migrant, se propulsent en avant alors qu'elles n'ont pas d'assises. Et l'ensemble fait qu'on donne la parole à des gens qui ont des idées opportunistes, dangereuses, qui nous conduisent à l'échec. On les met sur le même plan que des gens qui ont des perspectives valables, pensées, humanistes. On ne peut pas créer d'espace où des opportunistes, des traîtres, des gens qui ont montré leur mauvaise foi, leur électoralisme invétéré, on ne peut pas croire qu'avec ces personnes-là, on va discuter sereinement pour arriver à trouver les bonnes directions de lutte et de convergence. Et puis, il y a une troisième difficulté dans ça, c'est que dès qu'il y a manger cochon organisationnel, l'impérialisme se frotte les mains parce qu'il peut infiltrer des organisations pour venir semer la pagaille, des provocateurs pour empêcher la réalisation d'objectifs communs. Ça a existé dans toutes
les révolutions, et ça existe en Martinique. Remarquez en Martinique, quand il y a des rassemblements communs, des luttes communes, qu'ils se trouvent comme par hasard des gens qui viennent dire pas marcher finissé, pas quitter l'État à venir, pas semer la division. Faut que nous pas chose d'aide. Il y a des provocateurs qui s'infiltrent. Alors tout cela nous amène comme conclusion à dire qu'il faut avoir une doctrine différente. Nous parlons de ce qui concerne notre organisation, les comités populaires et le Conseil national des comités populaires. Quelle est notre doctrine en la matière? Nous croyons qu'il appartient à chaque organisation de travailler avec conséquence sur le point qu'elle a choisi. L'essentiel, c'est qu'elle défende le thème, l'aspect qu'elle considère important, qu'elle le fasse de façon conséquente. Toutes ces initiatives, quant au fond, vont dans la même direction. Mais pour construire la vraie unité de lutte, la vraie convergence de lutte, il faut, c'est le point de vue de notre organisation, que chacune des organisations de lutte dise « Je soutiens le travail des autres, même si je ne suis pas à l'origine, même si je n'ai pas participé à la décision d'action, je considère que c'est valable, je dois soutenir. » Je prends, permettez-moi l'exemple de la manifestation de la Palestine. Nous avons été invités à participer à la préparation. L'organisation a dit, nous ne pourrons pas sur ce temps limité, nous viendrons vous soutenir. Donc ceux qui ont organisé en ont la responsabilité, le succès leur revient et nous appuyons. Et si chaque organisation fait ça, ça veut dire qu'on soutient l'action faite par le CNCP parce qu'elle est juste. Mais on ne va pas la boycotter ou la discréditer parce qu'on n'est pas à la tête. On voit qu'elle mène un travail, par exemple, sur le front de la défense des ouvriers agricoles. On ne va pas dire, mais comme ce n'est pas nous qui en tête, nous avons dit ouvriers agricoles par exemple ça. Cette philosophie-là, c'est ça qui va construire une véritable unité entre ceux qui travaillent réellement sur le terrain et qui ont vraiment comme objectif de renverser le système. Ça, c'est la doctrine du CNCP en la matière. Il y a un deuxième point à lutter, à dénoncer, à déconstruire pour pouvoir voir émerger les convergences des luttes. Il faut absolument que les dirigeants d'organisations, d'associations, combattent en eux l'élitisme occidental petit bourgeois dans lequel ils ont été éduqués. C'est moi qui, c'est mon organisation qui. Si c'est pas moi qui réunis les troupes, si c'est pas moi qui suis en avant dans les micros, ça n'a aucune chance d'arriver. Si le peuple, si des gens de la société globale prennent des initiatives collectives ou individuelles, oh non, ça n'est pas politique, c'est pas moi, ça ne rentre pas dans le cadre de ma stratégie. Ça, c'est de l'élitisme petit bourgeois qui pousse à dénigrer le peuple. On appelle à une manifestation mal préparée. Mais, regardez ma clinique là. On va important que ça n'est pas là. Le peuple, on dénigre le peuple. On ne dit pas, mais si le peuple ne vient pas, c'est parce qu'il a des problèmes beaucoup plus graves de souffrance à régler, parce qu'il n'a pas confiance dans les organisateurs, parce qu'il a eu des désillusions à cause de ces nombreuses mobilisations qui ont fini en eau de boudin, justement par absence de perspective. Cet élitisme, eh bien, il nous faut le combattre. Et cela est important parce que cela a une incidence sur la construction de l'alternative, du monde alternatif que nous voulons mettre en chantier. Là encore, quelle est la doctrine des comités populaires du CNCP? La primauté doit être donnée à l'intelligence collective et à la complémentarité des initiatives éparses prises
au sein du peuple. L'intelligence collective va nous préparer à faire confiance aux masses populaires pour prendre des décisions ou pour gérer le pays que nous voulons libérer. Donc, nous n'avons pas été inquiétés par le fait que des milliers de gens ne viennent pas à telle réunion que nous avons voulu faire, à telle action. Nous avons à nous inquiéter que tout le monde multiplie les initiatives, fasse des choses concrètement et que tout cela se rejoigne dans une dynamique commune. C'est un aspect fondamental de notre combat pour renverser le système colonialiste, capitaliste, impérialiste, imposé par la bourgeoisie occidentale, parce que là, on prépare les bases d'une véritable démocratie directe, sans laquelle on ne pourra pas transformer le monde. Donc là, on a parlé de la doctrine pour les relations entre organisations, comment nous devons converger vers des luttes communes. Maintenant, il nous faut parler des situations individuelles, chaque individu. Parce que rappelez-vous que notre thème, c'est de savoir comment chaque Martiniquais, chaque Martiniquaise peut contribuer à l'avancée de la lutte globale de notre peuple. Quelle doit être la forme de son engagement? Alors, tout ce que nous avons dit au début nous permet de dire que l'apport de chacun, de chacune, individuellement, est indispensable à l'avancée de la cause commune. Il nous faut nous débarrasser absolument du mythe que l'engagement politique, c'est la forme supérieure de tout engagement. Que si ce n'est pas politiquement qu'on s'engage sur les bases du groupe qu'on a créé, il faut considérer que les autres perdent du temps. C'est une hérésie, c'est une dérive intellectualiste occidentale bourgeoise. Toutes les formes d'engagement qui se font sur la base de l'humanité, de l'être qui fait l'action, sur la base d'une volonté d'avancée collective, toutes ces formes-là sont aussi respectables et aussi nécessaires les unes que les autres. Qui pourra me dire que les humanitaires, les personnes qui sont engagées dans l'action caritative, dans les différentes religions qu'on peut critiquer sur l'essence, qu'on peut ne pas approuver historiquement, mais les gens qui, dans les écoles adventistes, dans le mouvement caritatif, chrétien, etc., que ces gens-là qui quotidiennement marchent vers les déshérités, les nourrissent, les soignent, que ces gens-là sont moins utiles à la société et à la transformation du monde que tel militant politique qui dit ah bah le colonialisme, mon frère, il nous faut prendre le pouvoir, venez la lutte tomber. Ces gens-là sont plus efficaces dans la transformation du monde. Je ne dis pas que tous les mouvements politiques sont dans la dérive des bavardeurs, mais il faut comprendre qu'il n'y a pas de hiérarchisation à établir entre le militant de l'action caritative, le militant écologiste, qui peut ne pas être au fait des questions idéologiques et politiques, mais qui se bat réellement pour protéger l'environnement. Alors, ça n'a pas autant d'importance pour notre émancipation, pour le développement de la Martinique. Le fait que des gens se battent pour qu'on ne détruise pas les terres agricoles, pour qu'on ne privatise pas les plages, etc. Oui, ça a autant d'importance. Il n'y a pas de hiérarchie. Et je vais même plus loin en disant que le comportement individuel quotidien des gens est de nature à transformer la réalité. Vous avez quelqu'un dans le quartier qui n'est pas un militant politique, même pas religieux, mais qui respecte ses voisins, qui développe l'échange, qui invite les enfants à venir cueillir des goyaves, qui
règle les litiges, qui intervient quand il y a un cocon entre personnes. Cette personne-là est en train de transformer le monde. Parce que son modèle inscrit dans l'esprit des gens, c'est possible de vivre autrement. Et peut influencer certains pour faire la même chose ou ne pas faire des bêtises. Tout ça, c'est des formes de transformation du monde qui doivent être respectées et non pas mises en dessous d'un activisme politique quand il n'est pas bien pensé. Alors, le militant politique qui est animé par des principes d'humanisme, de résolution collective des problèmes, d'harmonisation des relations sociales, il est aussi nécessaire que les autres, et son travail a peut-être un élément particulier positif pour tout le monde, c'est le fait qu'il donne des éléments à tous pour réfléchir sur les véritables problèmes et sur les moyens de les résoudre. C'est son apport. De même que celui qui défend l'autosuffisance alimentaire et qui, au monde rougeoyeur, développe des formes pour avoir une agriculture saine, biologique, eh bien, ces gens-là font également le rapport. Il nous faut voir ça comme une complémentarité, j'allais dire une complicité saine, disons, et c'est ce qu'on appelle Grindiri Pensak. Il est question que chacun, chacune, sur la base d'un projet commun, et même avant d'un projet commun, tout simplement une vision commune. Parce que tout le monde n'est pas d'accord obligatoirement pour dire on va organiser le pays pour des raisons diverses. Mais si tout le monde est d'accord pour dire faut que nous apprenions à résoudre les contradictions entre nous de façon pacifique. Faut que nous apprenions à comprendre pour qui des gens qui fait vacabonage, pour qui voisin qui a boire ou pour qui a peu coûte là, pour qui manière mon pays. Donc c'est la vision commune. Et on n'a pas besoin d'être dans une organisation politique ou même religieuse ou écologique pour cela. Si on a cette vision-là, tout ce qu'on va faire va converger dans la résolution du combat commun. Et j'insiste sur le fait qu'il n'y a pas une personne sur le territoire de Martinique, dans le peuple, qui ne soit pas capable de faire un apport. Je laisse à Martinique et l'image me revient d'un grand physicien britannique que vous avez pu voir à la télévision, qui était totalement paralysé. Il ne pouvait que parler et avec ses yeux agir sur certains appareils. C'est une sommité scientifique. Paralysé, grabataire, il se bat pour dire je dois continuer à transmettre mes connaissances et il le faisait avec son regard qui interagissait avec des appareils électroniques. Mais sans aller jusque-là, si nous comprenons que le fait même que nous surmontions nos difficultés, le fait même que nous arrivions à sortir du crack et à militer, cela, c'est une victoire pour l'humanité, c'est un apport à la révolution martiniquaise. Chacun peut, à son niveau. Et il s'agit tout simplement de dire, bon, soit je choisis de le faire de façon organisée, soit je continue à le faire de façon individuelle. Si je choisis de le faire organisé, ça ne veut pas dire que je suis obligé d'aller dans toutes les manifestations, de toutes les réunions. Il s'agit de dire, en fonction de ce que je peux, que je sais, même si c'est anti-Grindiri, qu'est-ce que je peux faire régulièrement pour que l'ensemble de mon peuple avance? Je prends un exemple. Nous tous voulons l'unité de la Caraïbe. Nous savons que si la Caraïbe est unie pour pouvoir résoudre ses problèmes, le colonialisme a reculé. Je peux choisir de militer dans une organisation politique russe. Je peux choisir de militer dans l'association des peuples de la Caraïbe qui organise des rencontres culturelles. Je peux rester chez moi sans jamais sortir et puis porter ma contribution en traduisant en anglais ou en espagnol, d'après mes compétences, des textes qui doivent circuler dans la Caraïbe. Je ne fais que ça, je fais un bon spectaculaire. Donc chacune peut avoir une
possibilité de porter son petit quelque chose qui va faire que ce soit déterminant pour la lutte globale de notre peuple. Et l'important, c'est qu'il nous faut avoir une connaissance de base, parce que ceux et celles qui choisissent de lutter individuellement doivent comprendre, avoir pleinement conscience, qu'il s'agit d'un affrontement global entre les colonialistes, les classes dominantes, les multinationales et les peuples qu'ils veulent écraser. Tout à l'heure, on a parlé de guerre et de fascisation. Le camp d'en face est organisé. Il a des services de propagande, des services de renseignement, des services de désinformation et de subversion. Il a des institutions, la justice, l'école, etc., où ce camp-là peut faire passer ses idées. Donc, oui, c'est intéressant que je fasse individuellement, mais il faut qu'on comprenne que s'il n'y a pas une stratégie globale, la guerre ne sera pas gagnée. Aucune armée n'a gagné la guerre si elle n'est pas structurée, si elle n'a pas un plan de bataille, une stratégie. Donc, en tant qu'individu, je dois glisser mon action dans la compréhension de la stratégie globale. Et je peux faire un pas en allant dans une structure organisée, porter ma compétence sans être contraint de participer à tout le volet d'activité de cette organisation. Donc, cette idée d'organisation, de complémentarité doit se structurer. Et on a dit que beaucoup de groupes se trompent parce qu'ils ont une idéologie formée par la bourgeoisie. Ça doit m'amener, même en tant qu'individu, à dire je dois avoir des connaissances, je dois me former. Je ne dois pas prendre position sur des vidéos qui circulent. Je dois prendre des positions sur la recherche scientifique, sur le débat avec tout le monde, sur le questionnement, de façon à ce que je décide individuellement de choses qui soient positives, qui soient bénéfiques à la lutte globale du peuple martiniquais. Donc, globalement, quand nous avons dit ça, nous allons arriver à la conclusion pour dire que ce qui est important, c'est que nous prenions conscience de la gravité du moment et que nous comprenions qu'il y a urgence à choisir aujourd'hui. Ça ne nous empêche pas de nous amuser, de nous défouler, mais dans notre esprit, nous devons mettre ce qui est déterminant pour nos enfants, pour notre avenir, pour notre pays, pour savoir que je dois faire quelque chose pour ça, même si pour ne pas devenir fou, je m'amuse, je me distrais, etc. Alors, le CNCP, notre organisation, appelle chacune d'entre nous, Martiniquais et Martiniquaises, à s'enrôler dans l'armée de résistance du peuple martiniquais. Soit de façon organisée, soit individuellement, sur la base de la compréhension dont nous avons parlé. Nous proposons des structures qui s'appellent les comités populaires pour structurer tout ça. Ceux qui partagent notre vision, nos explications, nos objectifs, nous les invitons à la mettre en urgence à franchir le pas pour qu'on structure la résistance. Mais ceux qui préfèrent porter leur contribution ailleurs ou individuellement, nous les engageons à le faire urgemment, mais à toujours comprendre qu'il faut se former, s'appuyer sur des connaissances scientifiques et surtout faire preuve d'humilité. D'humilité et d'humanité. Je vous remercie de votre attention. Alors, nous allons enchaîner avec l'intervention de Thierry Joseph Angélique, qui chaque semaine aussi nous parle de la situation des actualités dans d'autres pays. Dans quelques minutes, dans une dizaine de minutes, donc, nous faisons notre petite pause musicale. Nous vous invitons à prendre un verre d'eau ou de jus si vous préférez, et puis à vous rebrancher tout de suite pour la suite des opérations.